Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Après la présidentielle d'octobre 2018, jamais autre réunion du National Executive Committee n'aura autant été attendue comme celle du samedi 13 mars dernier. Véritable la palissade que d'avouer que sous la cendre couve le feu dans le Social Democratic Front. À l'origine de cette énième crise, en l'espace de 3 ans, la signature par des parlementaires SDF, dont le premier vice-président, aux côtés d'autres parlementaires, essentiellement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'une pétition accusant expressément le Congrès américain de ternir l'image du Cameroun. Le 17 février dernier, une correspondance adressée au président Biden ainsi qu'au secrétaire du département de la sécurité intérieure par une quarantaine de parlementaires américains pour les déconseiller de rapatrier vers le Cameroun de nombreux migrants illégaux d'origine camerounaise. Et pour le député SDF, Social Democratic Front, voulu être Jean-Michel Ninche, cette extradition ne constitue en rien la solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette démarche pour Jean-Michel Ninche est en total déphasage avec les différentes résolutions du NEC en rapport avec cette crise. C'est pourquoi le dernier NEC, c'est-à-dire celui de samedi dernier, demande aux signataires qu'avec le même engouement, qu'ils amènent le Parlement avec sa majorité obèse RDPC et le chef de l'État à inscrire le problème anglophone à l'ordre du jour des débats au Parlement. Dans le cas contraire, ces signataires SDF devraient se rétracter. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Social Democratic Front, la pétition qui exacerbe les tensions. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Xavier Bellemé, Anan. Bonsoir Xavier. Bonsoir Alain, merci de l'honneur une fois de plus que vous nous faites pour s'exprimer sur votre plateau. Et je tiens à expliquer que ma présence ici est non pas militant d'un individu, je suis militant du SDF. En ma qualité de responsable régional à la communication littorale. C'est une fierté pour moi de parler, pour défendre les valeurs et la vision de mon parti. Ok. À côté de vous, docteur Marc-Anthony Akumbo. Yes, you're welcome. Thank you very much, Sech, and to my co-panelists this evening. I want to say it is always a privilege when we have the opportunity to talk to Cameroonians. I want to also say good evening to the million viewers of this particular TV. And I believe that whatever we'll be discussing today will have a place in actually restructuring the minds of individuals as well as educating individuals on the problems that we are facing in Cameroon when it comes to multipartism and particularly the SDF, which is at present having serious problems within its ranks. Ok. Pauline, bonsoir. Bonsoir à Saint-Jalin, bonsoir à tous les compagnons, bonsoir aux millions de Camerounais qui nous regardent. Permettez-moi de saisir le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire, j'ai fait un tour sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai trouvé un désagrément. En fait, les photos des députés, il y a des erreurs sur les circonscriptions, c'est-à-dire vous pouvez être député dans le littoral, on met la région de l'Ouest par exemple, et Saint-On n'a même pas mis les circonscriptions, on s'est trompé aussi sur les commissions. Donc il interpelle les agents de l'État qui travaillent dessus pour mettre ça à jour pour qu'il n'y ait plus ce type de désagrément et aussi qui permettent à ce que désormais qu'on puisse avoir sur le site, connaître quel député vaut quelle loi. Cela permet de mieux contrôler l'action des députés à l'Assemblée nationale. Parce que quand ils sont aux affaires aujourd'hui, ils votent des lois, dans 20 ans, ils vont dire qu'ils n'ont jamais voté. Par contre, si on a le tracé, on saura que tel jour, en telle session plénière, vous avez voté telle loi. Donc, ils essaient de modifier ça sur le site de l'Assemblée nationale, d'apporter cela pour nous autres. Vous interpellez les agents de l'État? Tout à fait, qui travaillent sur le site de l'Assemblée nationale. Ils sont à leur poste?
Ça, c'est le secrétaire général de l'ODG, M. Gaston Koumba. Donc, c'est lui que je saisis de mettre à jour toutes les informations concernant les députés actuellement à l'Assemblée nationale, pour que ce soit correct sur le site et qu'on puisse aussi connaître quelles lois et quels députés votent pour ou contre les lois. C'est pas l'absentéisme? Non, c'est pas l'absentéisme. Je pense que c'est beaucoup plus important. Moi, j'ai suivi un documentaire dans les grandes démocraties où on peut vous dire que telle année, tel député avait pris telle position sur telle loi. Ça permet de maîtriser la cour. Bon, pour l'absentéisme, moi, j'en sais rien. Voilà, à lui de le dire. Bonsoir, Hilaire Zipan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox Soir. Hilaire Zipan, vous êtes un acteur de l'environnement politique camerounais. Depuis 1990. Lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement dans le SDF, quel commentaire? Oh, pas de commentaire. Vous savez, les journalistes font l'information et nous, les politiques, on fait la communication. Oui. C'est différent. Mais je le dis avec beaucoup de regrets. Il ne fallait pas porter ce débat à la place publique. Il ne fallait pas le porter. Qui l'a porté sur la place publique? Les Je n'ai pas envie journalistes? les journalistes, mais les journalistes, il ne fallait pas le porter. Une fois que j'ai dit ça, je veux rappeler le rôle du SDF. Le SDF a joué un rôle extrêmement important pour notre démocratie. Il faut le dire. Les foules contre René Ndi John Fundi, je ne pense pas qu'il y aura un leader encore au Cameroun qui va donner autant de monde. Ça aussi, il faut le dire. Et le SDF a participé avec beaucoup d'allant, beaucoup d'onction à l'évolution de notre démocratie. Pour tous ceux qui arrivent aujourd'hui qui pensent que rien n'a été fait. Et ça, il faut tirer un grand chapeau à ce canton qui s'appelle Ndi John Fundi. Maintenant, il est au bout. Mais le problème, c'est ses héritiers, les héritiers Il est au bout. je continue. Ils se déchirent, là. Il est au bout. Et je pense que je commencerai certainement par un adage qui n'est pas très plausible pour nous les politiques. Il n'est pas bon d'annoncer son départ pendant qu'on est en activité. Donc c'était une erreur de Ndi John Fundi. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais peut-être il a voulu rassurer qu'il partirait. Mais est-ce que les problèmes du SDF ont commencé ce jour-là? À ce moment-là, ça a été porté sur la place publique. Est-ce que c'est ce jour-là que à ce moment, ça a été porté sur la place publique. C'est depuis... Tous les problèmes étaient datants, oui, mais étaient réglés à l'intérieur du SDF. Tous les problèmes étaient datants, mais étaient réglés à l'intérieur du SDF. Oui. Une fois que Ndi John Fundi a dit « Je ne suis plus candidat », les problèmes ont quitté les instances internes du parti, qui sont des instances complètement militants, pour se porter sur la place publique, qui sont des instances, en fait, où l'opinion est sympathique. Vous qui vous exprimez sur la prise du SDF, ça n'est pas être militant, vous pouvez donner votre avis, c'est pour ou contre. Oui. Mais vous n'assumez rien du parti. C'est pour ça que généralement, sur les plateaux de télévision, nous les responsables, on prend la question, à qui j'ai en face? Quelle est sa responsabilité dans son parti pour qu'il engage son parti? Parce que c'est extrêmement important. Parce que si j'ai affaire à un militant et qu'il prend une position qui engage le RDPC, le RDPC me dira demain matin, monsieur, si vous avez débattu avec un militant du RDPC. Moi, je débat avec les responsables. Et je pense que Bélémé, avec qui j'ai fait un chemin ensemble, on a fait beaucoup de chemins, il faut le dire aux jeunes gens qui sont aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas la télévision. Et je félicite la télévision Equinox. Il n'y avait pas d'Internet. C'était seuls les journaux écrits. Et là, je salue le promoteur de cette télévision, Séverin Tchunke, qui, à partir de la nouvelle expression, nous a alimentés. Vous voyez, on a fait beaucoup de chemin. Et c'est l'ensemble de cette histoire-là qui construit aujourd'hui. On ne dit pas que ça s'impose à l'actualité d'aujourd'hui. Mais c'est à partir de ces éléments extirpés que nous pouvons puiser la manière de nous projeter dans le combat que nous faisons aujourd'hui. Et c'est regrettable que ce combat-là arrive sur la place publique. Je dis bien, c'est regrettable. Bélémé, il faut que ces débats-là rentrent dans les instances du parti. Je vais vous faire une déclinaison. Le président Etondi, à l'époque coordonnateur général du mouvement progressiste, a décidé d'apporter son soutien au président Paul Biya. Sur ce plateau, j'ai pris position officiellement, j'ai rendu officiellement la position du parti, en disant que le parti n'a siégé nulle part pour demander d'appeler à voter pour le président Paul Biya. Une fois que je l'ai dit, nous sommes rentrés dans les instances du parti. Nous l'avons tranché ce débat et nous avons continué ensemble. C'est ça l'action, parce qu'il avait posé une action publique. J'ai reposé une action publique et après nous sommes rentrés dans les instances du parti. Et je pense, M. Bélémé, il faut qu'on rentre dans les instances du parti. Nous avons besoin du SDF. C'est un parti qui a de l'histoire.
Nous avons besoin des cadres du SDF. Ils ont dit C'est le SDF est mort. non, nous avons besoin du SDF. Parce que la prochaine échéance, ces gens-là autour, c'est les élections présidentielles. Ouais. C'est la prochaine échéance. Il ne faut pas qu'on se trompe d'échéance. Et l'échéance, c'est le présidentiel, c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. Et l'appareil a besoin de construire, de contrôler. Et il n'y a pas meilleur appareil politique ayant du vécu à l'heure actuelle sur l'ensemble du territoire national mieux que le SDF. Et je citerai de côté l'UNDP, je citerai l'UDC, je citerai l'UPC, à une moindre mesure le MP. Voilà les partis d'une manière emblématique qui ont construit notre démocratie. Maintenant, il y a les nouveaux venus, mais qu'à cela ne tienne, qui savent qu'il y a eu des partis qui ont vécu par ensemble. Et ensemble, on peut travailler pour que nous pouvons créer cette synergie pour cette échéance qui est la mère des batailles, les élections présidentielles qui sont à venir. Et docteur Akumbo, pour vous, le SDF aujourd'hui qui s'offre un spectacle, c'est depuis, vous êtes d'accord avec Hilaire Zipan qui dit que c'est depuis que le chairman a dit comme ça qu'il se retirait. Anyway, est-ce que c'est là que sont nés les problèmes? I want to step in and say, okay, that is his position, Oui. and that is his opinion. I am not of the SDF. I'm of no party. I'm a political as an individual. Vous observez quand même. But as an observer, I want to also appreciate the fact that SDF has been one of those parties that actually has pushed democracy in Cameroon. I remember in the 90s, we went on the streets in Bamenda with stones in 1992. By then, I was just barely 15 years old. I was out with stones. And you'll be surprised to know that with all that, we saw a man, an emblem of the people in a man, in Frunzi. I believe that true success actually happens when a person, having succeeded, about to leave, you raise a successor. And looking at what is happening presently in the party after the declaration of the president of the party, Frunzi, that he wants to step out, then we are seeing a lot of divisions. We are not saying that the division started now. That division has been. Because there is division in that we can see. I listened to I went through some statements written by Nietzsche, where he publicly declared that OC sold the election of 2018. That's already telling you that there is a war internal. There is a fight that they are fighting. And now they are looking for who to take the position of the chairman. I want to come in to say something concerning our man, OC, as a representative of the people. It is true that he was elected into the parliament in Douala, but he is from Ndiaye, which is one of those areas in Cameroon that is hard hit by the Anglophone crisis. And such an individual to append his signature on a particular petition which has nothing to do with actually curbing the situation that is happening there is really something we should be crying. Looking at it, seeing that he stands as one of those persons who can take over that party after the chairman, it makes some of us to feel ashamed to associate with people like that. I want to be sincere on telling you on this platform that he has burned the cards, the political cards that he had, and the political gains that he successfully had gathered for the past years. Having burned that, I think if he was a wise person, he would have abandoned the whole thing, not only apologizing to the people. It would have been necessary for him to take a retreat out of politics for a while. But as we know, greed is one of those things that can cause somebody to actually put his head on the gallows to be removed. So as an individual, looking at the infight that we see in SDF, I want to say that there is need for the party to stand. I will join my brother. If that party dies completely, then there's a problem. We need the party in order for it to keep animating the gallery. Okay. Apart from that, if SDF disappears from the scene,
then it means that democracy also is disappearing from Cameroon. So there is need for it to choose a good successor, because we are talking like this because I'm seeing the party going towards a position of a successor. Okay. But I want to ask the question, has the national president of the party been able to prepare a successor? Because it's always necessary to want to go out having a person that you are prepared who can take over from you. Voilà, Paul Eyoum, vous avez suivi le député Jean-Michel Ninche ce matin. Bonjour chez vous sur 93 Equinox Radio. Vous l'avez suivi, beaucoup de déclarations fortes en direction de son premier vice-président, et donc celle qui fait le tour des réseaux, c'est Jean-Michel Ninche accuse Joshua aussi d'avoir reçu de l'argent pour combattre Maurice Kamto en 2018. La question est celle-ci, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on fait ce genre de déclaration? Vous savez, monsieur Otto, c'est depuis 2018 que nous avons constaté clairement qu'au sein du SDF, il y avait deux tendances. Ils ont toujours nié cela, pourtant c'est une réalité. Et aujourd'hui, ils se sont rendus à l'évidence. Il y avait une tendance pro, monsieur aussi, une tendance pro, monsieur Nietzsche. Aujourd'hui, le SDF a un problème. Vous dites pendant la présidence? J'ai dit depuis la campagne de 2018. C'est pourquoi j'ai suivi monsieur Bélémé. Faisait partie de. Il était directeur de campagne de monsieur aussi. Donc lui-même, il va assumer ses déclarations. Il était son directeur de campagne, donc il sait de quoi il parle, ça l'engage. Monsieur Bélémé, ici présent, en 2018, ils ont battu campagne pour leur candidat. Moi, je l'ai suivi ce matin. Il a dit qu'il a manqué de moyens au SDF. Il a dit ce matin. Et que certains camarades n'étaient pas solidaires du candidat qui a été investi par le parti. Que eux-mêmes, ils ont choisi lors de leur congrès. C'est depuis 2018, donc oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est dès lors que le chairman a dit qu'il n'est plus candidat, qu'il prend sa retraite, c'est là où le débat est quitté en interne, comme M. Zipa disait, pour venir sur la place publique. L'enjeu, c'est lequel? C'est que le SDF aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit il soutient, je vous dis la vérité, le SDF, pas de dauphin, vous n'êtes pas pour je ne sais pas comment, monsieur. Quand on désigne un dauphin, ça devient compliqué? Je ne pense pas qu'il y ait un dauphin désigné au SDF. Pour prendre la tête du SDF, je crois que les têtes sont claires. Il faut être candidat à l'élection pour président du parti. Maintenant, le SDF a croisé des chemins. Non seulement ça montre que le SDF est aujourd'hui un enfant qui a grandi, qui est devenu un chef de famille. Il est temps que le père s'en aille et qu'il y ait un héritier. C'est la bataille des héritiers à laquelle nous sommes en train d'assister. Et le SDF est dans ces croisés des chemins. Vous avez monsieur Nietzsche, l'honorable Nietzsche, qui incarne le SDF originel, qui est une opposition entre guillemets radicale. Et vous avez l'honorable aussi, qui incarne une opposition un peu plus modérée. C'est deux tendances du parti, c'est deux lignes claires. La crainte des militants du SDF, c'est quoi? C'est que s'ils soutiennent M. Nietzsche, dont on dit tout le temps qu'il a décidé proche d'un autre parti politique, que le SDF se retrouve fondu dans ce parti politique. Et ils ont peur que s'ils prennent M. Ossi, ils mettent M. Ossi à la tête de leur parti, ils vont se retrouver plutôt à plus que zéro, parce qu'ils sont allés aux élections de la présidentielle, ils ont eu 4%. Donc ils se disent qu'en mettant M. Ossi comme 3%, merci, en mettant l'honorable aussi comme président du parti, le SDF peut disparaître. Donc, ils ont donc un choix difficile à faire. Et moi, je suis content d'abord de cela parce que ça montre le dynamisme de ce parti. Ça montre qu'il y a au moins... C'est le dynamisme? Non, ce n'est pas la dissension. La dissension existe quand le parti a pris une ligne des militants, ne s'aligne pas. Là, c'est un débat qui existe pour la décision finale, pour la présidence du parti. Ce n'est que normal. Ça se vit dans toutes les grandes démocraties. Ce qui est un peu regrettable, c'est juste le fait que actuellement il y a des gens dans l'opposition qui se servent de ce qui se passe dans le SDF pour fragiliser ce parti. Nous avons besoin d'un SDF fort parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs partis politiques de l'opposition qui sont forts, solidaires, ils sont identifiables, ils sont sur les réseaux sociaux. Non, ils sont identifiables, ils sont militants de partis politiques d'opposition. Je ne veux pas opposer le SDF, je ne veux pas opposer le SDF à d'autres partis politiques. Mais je dis qu'il y a des acteurs de l'opposition, je dis qu'il y a des acteurs de l'opposition qui se servent de ce qui se passe actuellement dans le SDF pour fragiliser l'opposition. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons besoin de SDF fort
conquérant, parce qu'en 2025, il faut qu'il y ait l'émanation des leaders locaux. Nous avons besoin de plusieurs partis d'opposition, comme le SDF, pour aller à la conquête du pouvoir. Et c'est ça l'enjeu. C'est pourquoi nous disons aux militants du SDF, nous sommes solidaires, peu importe la décision que vous allez prendre, que ce soit X ou Y qui prennent la tête de votre parti, nous serons solidaires et nous espérons que le SDF restera dans sa ligne de l'opposition, c'est la conquête du pouvoir, et que le SDF apprendra aussi de ses erreurs du passé, comprendra que c'est une étape normale de la vie. J'en viendrai à vous, Xavier Bellemé, responsable de la communication pour SDF Littoral. C'est une des résolutions de samedi dernier. On demande aux signataires de la pétition, les 62 députés, dont il y a vos camarades à l'intérieur, dont le premier vice-président, on demande à ces signataires-là de tout faire pour que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour. Auquel cas, ils devront se rétracter. Vous croyez que c'est possible? Bon, maintenant c'est possible, je ne sais pas. Nous sommes en pleine session. Vous avez demandé, non. Pour essayer dans l'esprit de vos camarades peuvent... C'est réalisable, ça? Je suis militant du SDF. Oui. La première caractéristique des militants, c'est la discipline. Et ce que vous avez en main, c'est les résolutions du parti, qui ont force de loi et qui donnent le cap. Et je n'ai pas à dire si c'est réalisable ou pas. Le parti a posé un problème. D'autant le moment où si jamais le même comité exécutif et si national... la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour? Je ne peux pas... Peut-être vous me demandez de dire oui ou non. Non, on ne peut pas répondre comme ça. Je dis que c'est le comité exécutif national qui a pris une résolution et qui dit qu'il est étonné de voir que certains de ces députés ont signé cette pétition et qu'il a demandé la même énergie qu'ils ont déployée pour la signature, de l'employer pour mener la question à l'Assemblée pour qu'elle soit enfin inscrite à l'ordre du jour et que l'Assemblée trouve des solutions, débatte et trouve des solutions pour amener la paix dans les deux régions. Vous savez que le général Plan, ce n'est pas un secret que les deux régions constituent le socle granditique du SDF. Et c'est notre base électorale, notre bastion. Bon, maintenant, pour revenir un peu avec votre permission, je voudrais remercier les uns et les autres des conseils qui me prodiguent, notamment Hilaire Zipan et aussi le docteur Akoun. Voilà, et je peux leur assurer que non, c'est une tradition dans notre parti. Et d'ailleurs, je suis, une fois de plus, fier de parler ici au nom du SDF. C'est une fierté parce que ça a toujours existé ici. Les débats houleux au sein de notre parti ont toujours existé. Et je peux rassurer Zipan que le problème va être réglé dans les instances du parti. Ne vous en faites pas. C'est le militant chez nous qui a la dernière parole. Mais qu'un président régional en vienne à dire des choses sur son premier vice-président comme ça, sur les antennes, vous croyez que c'est bien pour les militants? Déjà, pour vous, lorsque vous avez suivi ça ce matin? Non, je ne vais pas seulement vous dire que le SDF a deux valeurs fondamentales qu'il véhicule, qu'il a toujours portées, la liberté d'expression et la démocratie. Ça c'est la liberté d'expression? Oui, la liberté d'expression. C'est-à-dire que quand Benoît Mincho a dit des choses très graves vous dites bien que c'était grave. Des choses très mettez ça graves. Sur le compte de la liberté d'expression? Des choses très très graves et que... Vous aurez accepté qu'il dise ça du chairman? Vous aurez tenu le même discours? Bon, si vous me laissez parler, vous allez comprendre. Allez-y. Merci. Ok. Je dis donc c'est des choses extrêmement graves et qui sont, je crois que si elles sont fondées, c'est tellement grave, c'est telles accusations et je pense que l'honorable Nincho, c'est un député de la nation, il ne peut pas dire n'importe quoi. Donc je passe dessus en disant que c'est une caractéristique première dans le parti, les batailles. Moi, j'ai 29 ans de militantisme au SDF dans la région littorale. Je milite dans le littoral depuis. Ça a toujours été ici, depuis le docteur Liolin Diakwa, en passant par le prince, docteur Diakwa, en passant les batailles, docteur Diakwa, le prince Mukuru Mangabel, Mukuru Molema, Diallo Bakay et autres, l'honorable Nietzsche aujourd'hui. Ça a toujours été ici dans le littoral. Le littoral a toujours caractérisé, a toujours eu, dans le SDF comme à l'extérieur du SDF, comme une région frondeuse. Dans tous les partis. Et la plus grande bataille politique se sont toujours passées à la région littorale. Et le SDF a cette tradition de véritables batailles. Et aujourd'hui, une fois de plus, ces deux cadres du parti n'ont pas manqué cette tradition d'amener le débat. Et c'est bien, c'est même très bien. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça participe de l'émulation de la culture politique. Parce que beaucoup
Beaucoup pensent que les partis politiques, c'est des églises. Le SDF n'est pas une église. Le SDF, c'est un parti politique, il y a le débat. Et ça, c'est une bonne occasion. Et ça même était même pire à l'époque. Il n'y avait pas la télé ni la radio privée. Mais c'était même très dur. Ça, c'était même pas violent. Ça a été violent à l'époque. Très, très violent. Nous avions participé à des batailles politiques dans cette région, à l'intérieur du parti. Je parle d'abord à l'intérieur du parti, avant d'aller transposer au niveau de l'extérieur. Et tout. Donc ça a souvent été comme ça. C'est une tradition. Et d'ailleurs, je vais dire que je félicite le chairman, je lui dis bravo, parce que là, ça montre qu'il a réussi à créer tout autour de lui, il n'a pas créé un vide, et qu'il y a de la ressource humaine dans le parti, des gens qui ont des capacités de prendre le parti et le gérer et l'amener plus loin. Et faire encore beaucoup mieux que le père spirituel. D'ailleurs, l'honorable Moucho, aujourd'hui, dans son intervention, il a cité le chairman comme son père spirituel. Donc, et c'est une bonne chose, parce que le chairman, c'est un patriarche aujourd'hui. Donc, je peux rassurer les uns et les autres que le SDF plutôt apporte une nouvelle culture. Et chez nous, après les batailles, c'est l'élection, c'est dans l'urne qu'on devient responsable. Moi, je suis ici, c'est parce que les camarades m'ont élu au cours d'une conférence régionale qui a réuni tous les militants SDF de la région littorale. Et chacun de nous sait, la différence avec les autres, c'est que c'est dans le congrès. C'est le Congrès qui va décider. Et chaque militant connaît qui est délégué, qui ne peut pas l'être. On ne fabrique pas les délégués. Et il y aura les urnes transparentes et il y aura un bulletin unique. Donc il n'y a pas moyen des achats de voix ou de conscience. Et tout se passe dans la transparence. Et chaque région constitue un bureau de vote. Voilà. Donc tout est bien organisé. Je trouve même que, contrairement à la crainte d'Hilaire, que c'est une bonne chose que cela se transpose en public, parce que l'OSDF va montrer le modèle de la démocratie à l'opinion publique nationale. Et c'est ça le débat politique. Donc au lieu qu'on cache tout, et c'est bien que ce soit transposé. Et je suis d'accord avec Paul Lyon, effectivement, c'est un débat qui court au SDF depuis 2018 au lendemain des élections présidentielles, pas avant, mais il a mal pris mon propos aujourd'hui à la radio. Je n'ai pas dit que les militaires n'ont pas battu campagne, ou bien ils ont abandonné la campagne. Non, j'ai dit qu'on avait des problèmes de réalité de moyens pour battre campagne. C'était très difficile, on n'en avait pas. Moi j'étais à Bokito, j'étais avec 70 000 francs, j'ai reçu 70 000 francs à 22 h pour 80 bureaux de vote, on n'a pas battu campagne. Bon, parce que nous étions butés. 70 000 à 22 h oui, à 22 h, la veille de l'élection pour 80 bureaux de vote. Donc nous étions. On devait battre campagne. Non, tous les bureaux de vote, ça ne suffisait même pas. Donc voilà des réalités sur le terrain que souvent on peut ne pas parler en public, mais qui sont des réalités du terrain. Et de deux, l'honorable Moucho n'a pas été directeur de campagne du candidat Joshua aussi. Donc ça aussi, il faut rétablir. Il était dans l'équipe de campagne. Et il était président régional. Il a porté la candidature de l'honorable Joshua aussi à l'intérieur du parti, parce que il avait d'autres adversaires qui venaient de d'autres régions du parti. Ils étaient peut-être 3 ou 4 candidats. Il a gagné ces élections. C'était pratiquement le plébiscite. Donc ça veut dire que l'honorable Joshua aussi n'avait pas un problème avec les militants SDF. Les militants SDF l'ont plébiscité. Parce que la victoire était tellement éclairée et c'était en direct à Equinox. D'ailleurs, je vous remercie, je remercie Equinox, le top management d'Equinox, d'avoir transmis en direct tout le déroulement de ce congrès. Et ça qui a permis à d'autres Camerounais de pouvoir suivre exactement comment ça se passe. Hilaire Zipan, toujours par rapport à votre posture d'analyste politique, de la chose politique au Cameroun, qu'est-ce qu'on reproche clairement à l'honorable Jean-Michel Joshua aussi. Un homme politique. De manière, par rapport à cette pétition, tu pouvais dire au téléspectateur. Un homme politique a des responsabilités. Est-ce qu'il reste l'élu du SDF? De cette responsabilité, en tant qu'élu de la nation, il doit être un pédagogue. Oui. Et de la pédagogie, il doit être un orateur. Elle le décline. Elle va rejoindre la question que vous posez. Il est très difficile d'être un homme politique de nos jours au Cameroun. Mais ce que je voudrais que l'on reproche soit à l'un, soit à l'autre, c'est de ne pas mener ce débat à la place publique. Le contexte définit la stratégie de l'homme politique. Les échéances lui permettent en fait d'ajuster sa stratégie en fonction de cela. Monsieur Belébé, nous sommes à la veille des élections présidentielles. C'est ça qui intéresse. Et le docteur vous a dit. Le SDF constitue l'un des... Sinon,
le socle le plus important. Pourquoi ça passionne aujourd'hui tant? Parce que le SDF n'est plus le leader de l'opposition. C'est ça le débat. Et la question c'est que, est-ce que le parti qui a pris le leadership de l'opposition à l'heure actuelle remplit pleinement son rôle? Et là, vous allez me permettre. L'opposition a eu ce débat à une époque, M. Bellémy. Mais ce n'était pas aussi ouvert que ça. Pour la plus simple raison que les instances de l'ensemble de l'opposition trouvaient des alliances pour pouvoir s'exprimer. On avait l'Union pour le changement, où il y avait un certain nombre de partis qui venaient qui n'appartenaient pas au SDF. On a eu le Front des forces alternatives. Par la suite, on a eu la CNDSR. Et depuis 2004, l'opposition ne se réunit pas. Alors là, un des tyrans de la politique, la nature a horreur du vide. Donc à l'opposition, il y a un vide qui existe. Il n'y a pas de passerelle qui permettent à l'opposition de débattre des sujets aussi importants comme le sujet du NOZO. Le NOZO est un sujet important qui s'adresse à tous les Camerounais et dont les partis politiques représentant l'Assemblée nationale doivent pouvoir s'exprimer, parfois d'une manière commune. Et on a vu cette opposition s'exprimer à une période. Sur par exemple la modification du code de la Constitution, on a vu le SDF sorti de l'Assemblée. On a vu l'UDC voter contre. On a vu le MP voter contre. C'était la modification. Sur le code électoral, on a vu l'UNDP voter contre ce code. Ça veut dire que, en fait, il manque à l'opposition une passerelle d'unité et naturellement un objectif. Et cet objectif, je viens de vous le dire, c'est les élections présidentielles. Et si l'on ne fait rien, les actes politiques cachent un calendrier. Naturellement, on va interpréter, même si Jean-Michel Nintieux, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je connais très bien, a un calendrier complètement lisible, on trouvera plus ou moins des parcours ambigus pour alimenter. Il en va de même pour aussi. Mais de quoi il s'agit en fait? Il s'agit que les députés de l'Assemblée nationale ont voté plus ou moins une pétition. Et le SDF dit, l'énergie que vous avez utilisée pour vous concerter et voter la pétition, reprenez la même énergie et concertez-vous pour mettre ça à l'ordre du jour. Il n'y a pas plus bon angle politique que cela. Ça veut dire que l'OL aussi peut faire de ça un entrisme, si tant est qu'il a été suffisamment écouté dans cette pétition. Et mettre ça à l'ordre du jour, ça peut être possible. Mais le NOZO, est-ce que le NOZO n'intéresse pas tous les partis politiques? Ça intéresse tout le monde. Tout le monde. Et je pense que c'est là où se trouve tout le fondement. C'est que, comme on a l'absence d'une unité d'action dans l'opposition, par conséquent, chacun pense qu'il est le génie de la science au grand soir devant chaque événement. Même les apprentis sorciers. Or, à l'heure actuelle, seuls les initiés comme nous savons que la prochaine séance, elle est présidentielle. Et nous le savons, et ça se prépare à l'intérieur du pouvoir. D'ailleurs, les informations du quotidien montrent à suffisance que le RDPC, plus que jamais, est sur les starting blocks. Tout à fait. Sur les starting blocks, contrairement à ce que les gens pensent, Tout à fait. on va être surpris. Et au niveau des bureaux, comment ça se passe? Au niveau des bureaux de l'Assemblée nationale, il va y avoir un débat qui va être extrêmement houleux parce que la disposition de l'article 17, alinéa 6 du bureau de l'Assemblée nationale dit que, excepté le président de l'Assemblée et le premier vice-président, le bureau doit refléter autant que possible la composition des partis représentés. Et ceux qui ont un des deux députés? Et là est tout le débat. Là est tout le débat. Et là, je peux vous surprendre. Si vous comptez l'ensemble des partis politiques de l'opposition, ils sont au-delà de 15. Il y a aussi un renvoi que je peux les faire. Bon, à l'Assemblée nationale... Là, Si, ils sont au plus de 15 à l'Assemblée nationale. J'ai dit, j'ai pris l'Assemblée nationale. Les partis politiques représentés de l'Assemblée nationale, opposition, ils sont plus de 15. C'est-à-dire que si vous prenez le SDF 5, le PCRN 5, l'UDC 4, l'UMS 2, et vous... on est à plus. MDA? Ils sont 16 députés de l'opposition. Alors, Ils sont donc, 16. ils peuvent constituer ce que j'appelle un groupe parlementaire. Et un groupe parlementaire vous donne quoi? Un vice-président, un questeur, Tout à fait. un président du groupe, Un secrétaire. un secrétaire et naturellement un vice-président, un secrétaire du groupe. Si vous comptez, ça fait 5 postes. Si vous représentez à l'heure actuelle, ils n'ont pas plus de 4 postes. Je pense que la politique fait de l'ingéniosité. Et je pense que ce débat-là va être très important. Parce que les dispositions de l'article 17 alinéa 6 vont être inscrits à l'ordre du jour. Et il revient à ces partis d'opposition de se réunir pour exiger
exister dans le bureau de l'Assemblée. C'est extrêmement important. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Iles Ipan. C'était sur ce plateau, j'avais fait un débat un vendredi avec M. John Gann du SDF. Oui. J'avais fait cette proposition. C'était la session de mars 2019. C'était la session de mars où j'avais proposé qu'il fallait qu'on crée un groupe parlementaire de l'opposition parce qu'il y avait 16 députés. Il y a 16 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est bien faisable. Malheureusement, comme il n'y a pas une unité d'action, justement, là, parce que le groupe parlementaire, c'est la loi le permet, le règlement de l'Assemblée nationale le permet. Député de la l'Assemblée nationale. Le SDF lui-même l'a fait la dernière session. Si je ne député de la nation, il est aussi parti. Maintenant, parlons de cette pétition. Je veux préciser, ce ne sont pas les députés qui veulent la pétition. Certains députés, ils sont 62 sur 180. Cette pétition a été signée dans les chambres, monsieur Otto. Parce que cette pétition n'a jamais fait l'objet de débat à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'était du gré à gré. On allait voir chacun dans sa maison, dans son salon. On lui a dit, voilà une pétition, il faut signer. C'est ce qui s'est passé, il faut dire avec au Cameroun. Et c'est pourquoi quand vous allez même sur le site de l'Assemblée nationale, vous n'allez voir aucun document qui a trait à cette pétition parce que c'est un acte individuel posé par les députés et non qui engage les députés qui ont signé. Là-dedans, vous avez 3 députés du SDF. Oui. Vous avez un député qui dit qu'il ne se reconnaît pas. Vous avez un autre qui n'a pas mesuré la portée et vous avez un monsieur aussi qui ne dit absolument rien. Et c'est pourquoi il a assumé. Moi je vous fais, s'il a assumé, c'est même encore plus grave que ne rien dire. Oui, il a assumé. Parce que là-dedans, ceux du parti au pouvoir, ils ont dit que non, ces députés qui ont signé cette pétition, ce sont des patriotes. Il a dit que, donc quand vous avez 59 députés de la majorité présidentielle, RDPC et les autres qui ont signé, ça va dire que sur vos 100, le RDPC a 152, les autres ont 12. Sur les 164 députés RDPC plus ailleurs, ça veut donc dire que vous avez en fait 105 députés non patriotes dans le RDPC, puisque ceux qui ont signé pour vous, c'est les patriotes. Et c'est ça le problème, c'est que monsieur aussi se retrouve avec un groupe de députés du pouvoir qui sont en train de faire, qui sont en train d'essayer je sais pas, peut-être d'essayer de faire une mise en scène. Je vais appeler ça comme ça. Et l'autre chose, c'est que quand on est responsable, je ne donne pas le soin à l'honorable aussi, je n'ai jamais eu de mandat, je suis un, mais je sais quand vous êtes responsable et que vous appartenez à une organisation, la première chose que vous faites quand vous êtes approché dans cette situation, vous rentrez dans votre parti, vous dites que voici, on est venu me voir pour telle pétition, est-ce que nous pouvons, le SDF, nous engager là-dedans? Si oui ou non, et maintenant il siège dans le SDF et il prend la décision. Est-ce que le débat est encore à ce niveau? Non, le débat n'est plus à ce niveau, mais j'ai dit en tant que responsable et premier vice-président du SDF, il devait mener une démarche pareille. C'est beaucoup plus responsable. Vous avez nous retrouver dans cette situation. Vous avez voulu dire l'UDC? Non, ce n'est pas grave. Il faut pas être discret. Donc, que de nous retrouver dans une situation où aujourd'hui, on voit le premier vice-président d'un grand parti de l'opposition qui signe une pétition de, entre guillemets, du one-man show que les députés du RDPC ont initié, qui nous avance en rien. Et comme nous l'avons dit, il faut qu'il y ait ce débat à l'Assemblée nationale du NOZO. Si ces gens sont sérieux, ils n'ont qu'à demander à la session actuelle qu'on inscrive à l'ordre du jour la question de NOZO, qu'ils a débat là-bas, au lieu de créer excusez-moi l'expression, des feuilles de chou qu'on peut mettre sur la place publique. Okay. Oui, non, c'est pas bien. Okay. Oui, d'abord, je préfère toujours terminer par vous, Xavier Bellemé. Voilà, qu'est-ce qu'on reproche à l'honorable aussi? First, as I mentioned earlier, il y a le terme patriote qui ressort. As an individual is supposed to have love for his own people. Let's forget the idea of, I don't want to say that there's division where there is Anglophone, Francophone, that is just a situation. But he is coming from a particular area. He has a village in Dian division. And majority of the people of that place some of them are in Nigeria. Yes. Some of them can't live there. Yes. The villages have been abandoned. Yes. And Joshua Osei is interested in signing a petition to target a petition that was written by the representatives of the United States to their president, not to Cameroon. Because we should make this clear to Cameroonians. That particular resolution or whatsoever that was written by the representative of the United States was not to Cameroon. Mm-hmm. It was to the president, Joe Biden. Yes. And so, why will they respond to a situation that does not concern their nation? Yes.
when they have burning issues in Cameroon, we have the East burning, we have the northern section of Cameroon under flames, we have the Northwest and Southwest that has lasted for, this is 5 years going. And they were unable to sign. And then OC will go and append his signature on it. That is the first error that he ever made. And as I said, that is a fundamental error that can disrupt his political career for life. Because, like he mentioned, the Northwest and Southwest, comme on dit en français, c'est le fief de SDF. If SDF cannot have elected officials from the Northwest and Southwest, then it is gradually dying. And then OC is putting the last nail on the coffin. That is a grave error that he has made. Worst of it, he has not been able to stand, because I've seen SDF parliamentarians stood up to talk about this issue of the Northwest. When it started, Wiba, as an SDF parliamentarian, stood up and spoke concerning it. He was not backed up by them. When others said, okay, we need that this thing should be tabled, they gathered and said, we want it to be tabled. That is the kind of movement I expect from people like him. Yes. Not that you go and sign something that can destroy your entire career for life. And come to the And look at it, to push it. You are asking a question if this thing can be tabled. When I see the resolution, I am feeling a little bit disappointed, because it is provocative. When you say OC and the others who forcefully, in fact, they should use the same energy that they use in signing the petition to force the president and the House to actually table the issue of the Northwest Southwest in the House. It cannot happen. There are reasons behind that. It can't be tabled in that House. If you want me to give you the reasons why it cannot be tabled, I'll give it. Like we just came from a table, I mentioned it. It can't be tabled. Reason being that Cameroon, as we have it, is a nation that has grown in deception. If they table that issue, they will have to go back to the past. And the government of Cameroon will never want us to go to the past. Ok, on va revenir. D'abord, Xavier Blémé, Mission Impossible, donc vous demandez ces signataires-là de... C'est une mission impossible, quasiment. Hein? Oui, c'est une situation qui est délicate. Oui. Et que nous pensons que peut-être, bon, impossible, c'est une possibilité. Hein, ça, c'est, moi, je ne vois pas comment cela va se réaliser. Il faut que je sois honnête. Bon, vous savez que vous poussez. Oui, bon, ça va être. Parce qu'il faut être clair. C'est même pas l'Assemblée nationale. L'exécutif, l'ordre gouvernant RDPC, est hostile à tout débat sur la crise anglophone. Tout à fait. À l'Assemblée nationale. Mais comment vous demandez donc l'impossible Joshua aussi et les autres. Bon, maintenant, vous savez que c'est impossible, mais vous leur demandez de... Moi, je pense que la personne la mieux indiquée, puisque le nom de l'honorable Joshua aussi est clairement ressorti dans les résolutions. Oui. Il est la personne la mieux indiquée. Vous pouvez recourir auprès de lui pour lui demander comment il va faire pour réussir à amener les 160 députés environ du RDPC, plus leurs alliés. 162. Ouais, 164. 164, y compris les alliés, le FSNC, tout ça. Parce que c'est RDPC et Ami. Bon, maintenant, c'est à lui de répondre. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Je n'ai jamais signé une pétition. Oui, mais la pétition ne lui donne pas un délai pour qu'il fasse ça. On ne lui a pas dit que dans tel temps de temps, il faut le faire. Il n'y a pas... C'est provocatif. Mais dans cette résolution, il n'y a pas seulement que la pétition qui est dedans. Il y a aussi beaucoup de choses. Notamment, il y a le bilan des élections présidentielles. Mais là aussi, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. On l'a prochain NEC. Non, nous allons passer. Bon, pour revenir dans la question, dans le thème en jeu, le SDF aujourd'hui en train de mener la bataille
pour réorienter sa vision politique. Mais il faut noter que... Et c'est depuis la présidentielle que ça dure. Oui, que ça dure, mais c'est pas facile. Nous sommes, comme tout parti politique majeur, il y a toujours des tendances. Notre parti politique aujourd'hui connaît des tendances. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et qu'un grand parti politique, toutes les grandes familles politiques connaissent des tendances. On revient après le journal, c'est promis. Parce que dans un instant, Cédric va dérouler le 20h pour vous. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Gerland, bonsoir aux invités ce soir. On parle de Covid-19 avec ce fameux vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays européens. Et au Cameroun, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. L'information officielle qui circule, c'est l'arrivée de ce vaccin dans les toutes prochaines semaines. Quelle décision va être prise face à la recrudescence des cas de Covid-19 observés en milieu scolaire et même en milieu hospitalier? Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'une grève des employés de la station de l'Institut de recherche pour le développement de l'agriculture IRAD dans la Dibamba, là où des ouvriers et autres ingénieurs et employés se plaignent de la détérioration de leurs conditions de travail. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir cette stratégie de lutte contre le désordre urbain dans la capitale économique du Cameroun. À l'approche de la Cannes 2022, les opérations de casse sont annoncées ici et là, autres opérations d'embellissement. Pour autant, les populations s'interrogent sur cette stratégie à plusieurs vitesses et des initiatives qui peinent à donner une lisibilité sur l'amélioration du visage urbain de Douala. Nous en parlerons dans quelques instants. Saint-Gerland. Voilà, dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufelet, nous on se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Marc-Anthony Akumbo. Il est là, Xavier Belémé, Anan, Poléum et Hilaire Zipan, Hilaire Macaire Zipan. Hilaire Macaire Zipan, une fois de plus, vous ouvrez cette deuxième partie Equinox Soir. Des fonctionnaires absentéistes. Le président dit qu'il a demandé, il a instruit le Premier ministre de convoquer de toute urgence le Conseil supérieur de la fonction publique. Je pense un organisme qui a été créé en 2000, 21 ans après. Certainement. Il va se réunir. Est-ce que... Dans l'urgence. À l'urgence, bien entendu. Celui qui donne le cap, c'est le président de la République, naturellement. Mais dans l'urgence, je me pose deux questions. La première, c'est que quelle est l'efficacité de cet organisme à l'heure actuelle? À partir du moment où les membres, pour la plupart, n'ont pas de rapport d'actualisation, les plus récentes, vous voulez bien le rappeler, depuis 21 ans. Première question. Et puis la deuxième, c'est que le ministre de la fonction publique dit que le numérique semble être à l'ordre du jour pour résoudre un certain nombre de problèmes. Bon. Si tant est que le numérique règle le problème, je pense qu'il ne devrait plus avoir des problèmes au niveau de la fonction publique, en principe. Mais le problème dans notre pays, c'est que les déclarations ont remplacé les actes. C'est des déclarations, je ne vois pas trop bien. Vous pensez qu'un fonctionnaire va prendre le risque, avec nos routes actuelles, avec les accidents qui jonchent partout, de venir de l'extrême nord pour Yaoundé, pour un dossier qui n'est pas justifié? Ça m'étonnerait. Et vous savez bien que le système actuel est assis sur une corruption rampante. Partout où quelqu'un est installé, chacun crée sa petite bourse et rançonne au fur et à mesure. Et la fonction publique en est un. Vous êtes sans ignorer qu'il y a très peu de temps, on a découvert qu'il y avait plus de 10 000 fonctionnaires fictifs. Oui. Je pense que le ministre de la fonction publique ferait mieux de nous dire exactement combien on a perdu dans cette opération-là. Et enfin et surtout, le mal salaire, du moins les salaires très mal payés au niveau de la fonction publique camerounaise. Ça, il ne faut pas le cacher, on est l'une des fonctions publiques les plus mal payées, d'équivalence avec les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour ne pas dire le Mali, ou même les Tchadiens qui sont à côté de nous, qui sont mieux payés. Je pense que tout ça, l'un dans l'autre, fait en sorte que le ministre a beau innover, mais les réponses adaptées sont beaucoup plus des promesses que la réalité dans les actes au quotidien. Xavier Belémé, cette situation absentéisme, et comme dit le ministre Lé, on dit il y a Covid, il y a le deuil et tout ça. Est-ce que c'est faux?
Mais il faut d'abord souligner que la fonction publique camerounaise... On se déplace parce qu'on doit suivre le dossier à Yaoundé. Est-ce que ce ne sont pas des réalités? Ça, c'est des cas même anodins. Anodin? Oui. La fonction publique camerounaise est un mammouth. C'est un gouffre à sous du budget de la République du Cameroun. D'ailleurs, M. Zipan a fait allusion tout à l'heure aux fonctionnaires fictifs. Quand le groupe parlementaire va soulever cette question au niveau de l'Assemblée nationale, rien que le salaire fictif devait même empêcher le Cameroun d'aller au FMI et devait garder plusieurs entreprises d'État. Pourquoi on n'a jamais résolu cette équation? Ça présentait à l'époque à mi-parcours quand on avait engagé la procédure, on était à 8 milliards de salaires fictifs par mois. Vous vous rendez compte mais pourquoi on n'est jamais arrivé à bout de cette mais question? Justement parce que... échec, si j'y pèse 1, 2... Il n'y a pas une volonté... On n'arrive pas à résoudre ce problème. Il y a un manque de volonté politique. Et M. Zipan l'a dit avec d'autres mots, mais le mot qui ici, c'est qu'il manque la volonté politique. Manque de volonté politique? Oui, de volonté politique. Le leadership national, ça traduit un problème grave de gouvernance dans d'autres pays. La fonction publique est même le premier élément qui maintient la République du Cameroun sur le développement. Et la misère. C'est le gouffre à sous. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et quand même le ministre de la fonction publique vient tenir un pareil discours, mais il doit démissionner. Bon, le pauvre, je n'en veux pas, puisqu'il n'a pas été nommé pour une performance. C'est des récompenses, des rentes. Parce qu'on n'est pas ministre au Cameroun, parce qu'on attend, on vous fixe un objectif, on attend les résultats. On est ministre parce qu'on vous a donné comme une récompense. C'est ça que le lendemain, le jour qu'on nomme le décret, tout le monde danse. Même le Premier ministre danse. C'est le ministre danse. On dit merci au président de la République. On donne le droit. Tout ça là, c'est la fête, c'est la mangeoire. Mais ce n'est pas parce qu'on veut produire. Donc, c'est le régime BIA, c'est un tout dans une catastrophe. C'est un régime il est incompréhensible qu'un acteur politique de l'opposition puisse s'associer à un acte initié par ce système. Vous parlez de qui là? Même si c'est un militant SDF, comme c'est le cas de la pétition, c'est même pas compréhensible. Donc c'est un régime qui est extrêmement dangereux. Il faut de la rupture totale avec l'ordre gouvernant de Yaoundé. Et j'ai envie de vous demander, lorsqu'un militant SDF se comporte dans ici, on a connu à une certaine époque le fameux 8-2. Je ne suis pas le conseil de discipline du parti. Ah, ok. C'est des instances dont je ne suis pas. Je suis ici comme je parle au nom de mon parti. Donc, comme l'accusation ou un conseil de discipline. Ça n'a rien à voir. Nous sommes en train de parler là des problèmes de gouvernance graves de notre pays. Notre pays est là engagé. Mais c'est vous qui nous avez amené sur le SDF. Mais bien sûr, je dis que je veux que c'est le 8-2. Là, le 8 existe toujours. C'est depuis que c'est non, avec l'évolution du temps, on essaie un peu de gérer. Vous avez trop frappé? Vous pensez que vous avez trop frappé au début? Mais bien sûr. Vous avez décidé de mettre la pédale douce? Non, la pédale douce parce qu'il y avait question aussi. Parce que la sanction n'est pas seulement. Il ne faut pas la voir seulement. Vous avez compris finalement? Il ne faut pas voir la sanction seulement sur le sens disciplinaire. Oui. Il faut aussi la voir sur le sens pédagogique. Ok. La sanction n'est pas toujours une mauvaise chose. Et toutes ces victimes du 8-2 ont appris beaucoup en politique. D'abord, comment devenir maire l'exemple de Laurent. Elle a été victime du 8-2. Il a été victime du 8-2. Il est devenu, il a un parti, il a grandi, il est devenu discipliné. Donc il y a le côté pédagogique. Mais vous empêchez d'appliquer maintenant pour que ces gens-là ne grandissent pas? Non, on n'empêche pas. Et on n'empêche pas, je crois que je vous ai dit, je ne suis pas le conseil de discipline de mon parti, donc je n'ai pas engagé, je n'ai pas essayé de merci. Qui relève de la discipline interne de mon parti. Oui, restons sur les fonctionnaires. Docteur, vous avez suivi le ministre Lé. Est-ce que les raisons qu'il avance ne sont pas... Parce qu'on parle de déplacements pour des deuils, de Covid, et aussi, lorsqu'on doit aller suivre, entre guillemets, son dossier à Yaoundé. Forcément, on doit abandonner pour quelques jours son bureau pour ceux qui sont dans les coins reculés du pays, de l'arrière-pays. C'est le centralisme qui fait toujours ces preuves-là, parce que tout est concentré à Yaoundé. Serge, we have seen an election that just took place and we heard our government are claiming decentralization, which is just a paper tiger. It's not something that's real, because I've been able to see a lot of infighting concerning that. But concerning this idea of
Absenteeism Civil servant? from work. It is not something that is new, Serge. It is a system that has been set, which has been working for years. The Bias regime is a regime that actually has set corruption as a standard of operation. And all those who have to work in the system have learnt it. And so they are working along with it. So it is very normal to hear that somebody wants to earn money without working for it. So the better prefer to look for a different job. You see like that, somebody might not be in the office while he's having another job doing somewhere. Yes. And is being paid. Because that is the way the system has trained them to be. Mais lorsque le président demande justement que le Conseil supérieur de la fonction publique soit convoqué de toute urgence, c'est peut-être parce qu'on veut mettre un terme à ces gens d'agissement. I am sure he's supposed to be the first person as a minister who was supposed to be called up for that. Because we are supposed to actually nominate ministers to come in and give results. But most of them come in not for results. They come in for their pockets. And if that was the case, okay, he is calling for the administrative bench to take its duties operational. It is a nice thing. But are we going to have any results after this outing that is done? No. It is not the first time. It's not going to be Why are you the last. also always pessimistic? I'm not pessimistic. I've been in Cameroon for more than 40 years. I've been able to experience a lot of things, except this regime is not the regime that's going to be in place. If the Bias regime keeps on, Cameroon is going to keep on training in this same shit that we are in. Okay. And that is where we are. So we cannot keep pointing fingers, looking at people who are picking insects while there are individuals sitting up there who are holding, making sure they get the elephants. Let's look at the people who are taking the elephants and deal with them before we come to those who are picking ants. Ok. Yes, so. Paul Ayom, sur ce problème, l'absentéisme des fonctionnaires. Vous faites souvent le tour à Bonandio, vous voyez comment ça se passe? Oui, vous avez été victime? Oui, j'en ai été victime comme beaucoup de Camerounais. Et je dois aussi dire qu'il y a des fonctionnaires qui font vraiment le travail. Voilà, justement. Il y en a vraiment qui font le travail. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la même conscience professionnelle. Et je dois dire que ce problème n'est pas juste un problème du Cameroun. Parce que même en Côte d'Ivoire en 93, quand M. Ouattara, Premier ministre, il y avait ce problème. À la différence qu'au Cameroun, on ne fait rien pour résoudre ce problème. Là-bas, par contre, ils ont résolu ce problème. Le problème d'absentéisme des fonctionnaires camerounais, leur poste de travail, le même avec les écoles clandestines. C'est le même. D'ailleurs, il y a une agence de voyage ici qui a été suspendue, je crois, sanctionnée, quelque chose comme ça. Là, sur les 2 ou 3 jours qui ont suivi, une autre agence apparaît avec les mêmes biens sociaux, on change juste la pension, on change de nom. Et les autorités n'interpellent pas que vous sortez d'où pour avoir cette nouvelle dénomination et où est la société qui a été censurée pour essayer de voir ce qui se passe. Et c'est la même chose, c'est-à-dire on n'a pas la volonté de mettre les choses sur pied comme il faut. Il y a une solution qui est très simple. On met une machine de pointage comme on fait dans les entreprises. Vous venez le matin, vous pointez, vous sortez, vous pointez. On sait que vous êtes entré à telle heure, vous êtes sorti à telle heure, vous étiez au travail. Donc vous à la fin du mois, pointage. Absolument. À la fin du mois, on a la fiche de pointage qui recense absolument tout, où on connaît si un fonctionnaire est au travail ou pas. Quand on parle des deuils, les deuils c'est généralement le week-end. Si quelqu'un choisit d'être absent le vendredi, il faut qu'il soit sanctionné. Moi j'ai rencontré un fonctionnaire un jour, lui le même pourquoi il est au travail, il m'a dit que leurs tests disent que s'il travaille, je crois 2 ou 3 jours, ils sont payés à la fin du mois. J'ai posé la question que est-ce que c'est vrai? Il me dit oui. Et je lui dis est-ce que cela justifie donc l'absence au poste de travail? Il m'a dit qu'il a son matricule, c'est essentiel. C'est ce manque de conscience que le gouvernement doit frapper, faire comprendre aux gens que quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes là pour servir, vous n'êtes pas là pour prendre le matricule et aller dormir dans votre maison. Il y a même d'autres qui ont le matricule qui travaillent ailleurs et ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on prenne des solutions drastiques et moi je dis la première solution c'est de mettre d'abord la machine de pointage pour connaître qui vient quand à l'heure et qui fait quoi à son poste. Voilà, Xavier Bellemé, on revient donc au SDF. Oui, mais résolutions. je pense que non, sur le problème de la fonction publique, il faut le dire très simplement. La fonction publique n'est pas soumise à la culture du résultat. Tout à fait. Oui. Ce n'est pas un objectif que l'on donne. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est que la fonction publique, on ne peut pas permettre au même corps de se contrôler par lui-même. C'est ce qui développe la faiblesse. C'est-à-dire que au niveau du contrôle supérieur de l'État, en principe, ou au niveau de la cellule du contrôle qui se trouve au ministère de la fonction publique, ce sont les fonctionnaires qui contrôlent d'autres fonctionnaires. Dès lors, il y a une faiblesse, et à partir de ce moment, la meilleure façon de pouvoir rendre inerte une fonction publique, c'est de se faire contrôler par ses propres collègues. Aussi simple que ça. Okay. Pas de résultat, faiblesse de contrôle, et on a le résultat qu'on a à l'heure actuelle. Voilà justement, Xavier Bellemé, autre résolution forte. On demande que les rapports de la dernière élection présidentielle et des élections couplées de 2020, législatives et municipales, soient déposés avant la prochaine réunion du NEC. Ça fait trop de pression là, pour une seule personne. Oui, puisque ça a déjà trop duré, nous sommes... Pourquoi ça a trop duré? Pourquoi? Je ne sais ça pas. Ça dépendait de qui? Le candidat devait faire son... C'est rapport. Lui qui doit... On ne doit pas lui demander un rapport comme ça s'est fait samedi. Bon. Pourquoi ça a traîné? Bon, là, je ne saurais répondre à cette question de manière claire, parce qu'il est mieux placé pour expliquer pourquoi, depuis 3 ans, il n'a pas remis le rapport des élections 2018 et il y a 1 an de double scrutin en 2020. Donc, le NEC doit lui assigner un délai de pouvoir produire son rapport au plus tard. Est-ce que l'honorable aussi est responsable aussi pour les élections? Oui, c'était lui qui a géré les élections couplées, le chairman était absent. Mais ça ne fait pas trop de pression là sur Joshua aussi? Maintenant, effectivement, il faut un rapport, il faut indiquer pourquoi il faut que son rapport indique pourquoi est-ce qu'on avait un résultat de 3%, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que c'était un problème de manque de moyens, est-ce que l'appareil politique était plombé, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il faut qu'il dise exactement. Donc, vous savez, au lendemain de cette élection présidentielle 2018, j'ai un camarade, le maire de Lou, qui était invité sur votre plateau, mais qui avait dit que son résultat a fait honte au parti, qu'il fallait qu'il démissionne. Donc maintenant, il faut qu'il ait produit le rapport. Nous, à travers ce rapport, nous tous, on va être édifiés exactement de ce qui s'était passé. S'il y a eu des entourloupes, des autres camarades, le rapport doit indiquer. Si c'est lui, le rapport doit indiquer. Bon, maintenant, il faut qu'il produise quand même un rapport. C'est pour ça que ça vient. Bon, on en parle ici parce que c'est public. Les résolutions sont rendues publiques. Toute la presse, vous avez une copie entre vos mains. C'est pour ça qu'il répond. Donc, il est le seul capable de répondre pourquoi le rapport jusqu'ici n'est pas là. Vous avez son comptable, vous pouvez l'appeler. Il va s'expliquer. Donc, moi, je ne saurais donner une réponse assez satisfaisante par rapport à cette situation. Non, ma question est celle-ci, Xavier Bellemé. Pourquoi avoir attendu le NEC de mars 2021 pour demander aux députés aussi, premier vice-président de l'Assemblée, de produire un rapport depuis 2018? Est-ce que depuis 2018, il n'y a pas eu de NEC? Non, il y a eu de NEC. Ça, vous mélangez, peut-être que le NEC a attendu. J'imagine, parce que je ne suis pas membre du NEC, j'imagine que peut-être le NEC a trop attendu qu'ils viennent déposer le rapport. Parce que je vais vous rappeler une chose. Être candidat à une élection présidentielle, c'est un privilège. Aujourd'hui, dans mon parti, Douaiza étant un des partis majeurs au Cameroun, il n'y a que 2 militants SDF qui ont eu ce privilège. Le chairman John Fundi et l'honorable Joshua aussi. Et de facto, quand vous êtes candidat, ça fait de vous un leader politique. Même si vous n'occupez pas la fonction dans le parti qu'il occupe, même si vous n'êtes pas député comme il est là actuellement, ça fait de vous un leader parce que vous avez porté la vision du parti pour la vendre au niveau de l'électorat national. Alors, en ce moment-là, on ne devait pas lui faire la pression. Donc, peut-être le comité exécutif national a voulu lui laisser le temps nécessaire de mieux écrire son rapport. Et maintenant, comme on voit que c'est un peu tard et qu'il y a des échéances qui s'annoncent, notamment le prochain congrès et autres, on lui demande donc de produire le plus tôt possible son rapport. On lui a donné un délai de 1 mois. 1 mois. Voilà. Parce que le prochain NEC va se tenir certainement à la fin du mois de mars, début avril. Voilà. Donc, voilà. C'est dans ce cas-là. Bon, maintenant, est-ce que ça cache une antélope? Je ne sais pas. Mais pour revenir sur les salaires, sur la fonction publique, il y a eu la fonction publique, les 20 ans d'ajustement structurel ont coûté aux caisses de l'État plus de 1900 milliards siphonnés, qui pouvait empêcher la République du Cameroun d'aller appliquer l'histoire du FMI d'ajustement structurel, qui a fermé plusieurs entreprises publiques.
Donc voilà où il y a Ok. donc les conséquences. Merci, on était déjà sorti de Voilà. ce... Je voulais fonction terminer par là publique. parce que ça m'avait un peu échappé. Oui. Docteur, vous vous dites que, voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes you are also always pessimistic. Hein? Pourquoi vous dites que cette question ne peut pas être inscrite à l'ordre du jour? Ok, Vous dites que c'est impossible. oui, j'ai une raison pourquoi. Je vais être direct en disant ça. In Cameroon, like every one of us know, if we have to solve this problem, we have to table it. It means the debate has to go back in 1961. And if the debate has to go back to 1961, they need to start talking about the Fumban agreement. Yes. And in that agreement, there's a lot that was not met up. And let's go back a bit. After the plebiscite, what the UN came up with as resolution 1608, that resolution has 5 different paragraphs. And in the 5th paragraph, because I want to say the first 4 paragraphs were respected, but the 5th paragraph was never respected. What does the 5th paragraph say? The 5th paragraph says that these 2 parties need to go, agree, and then do a declaration. Which are the 2 parties? The Southern Cameroons and La République du Cameroun then. They were supposed to come sit down, then come to an agreement. That agreement is what kind of government do they want? But already they had made mention that it's going to be a federation. And when they come up with a federation, they need to draw a constitution. That constitution now becomes the declaration which they're supposed to go table at the UN or do a treaty of union. But if they don't do the treaty of union, then that constitution was supposed to act like a treaty of union. That particular article, paragraph 5, was never respected. What happened? When they left the UN, they came back. Mr. Aijo went to Yaoundé with his parliamentarians, took the constitution of La République du Cameroun and actually modified it and did some modifications, brought it back to Fumban. In Fumban, it was supposed to be a constitutional council where they sit down to where they will sit down to discuss and frame a constitution. But when it came, the people said, okay, this is what is there. He told them, this is the constitution that I've presented to you. But take note, it took day 1, 2, 3 till the last day. It was on the last day that constitutional matters of 2 people coming together was discussed. And on that last day, it took 90 minutes to deal with a situation that is going to cost the destiny of people. 90 minutes. 90 minutes. And when they did that, at the end of the day, they agreed to come together. And even the terms that were agreed in that particular meeting had never been respected. Mr. Aijo made sure that that particular constitution does not go to the United Nations. Because if he reaches the United Nations, his idea, because from what we are seeing, means that he had already had plans that with time he is going to scrap down the federation. Okay. Federation is the only means that could permit these 2 people to succeed. And that is the only thing that I will be sincere to tell you, that if this crisis needs to stop, they need to bring on the table. Okay. Il y avait 2 points avec ta permission. Yes. Le premier point pour de Fumban, c'était la forme de l'État fédéral. Deuxième point, c'était la présidente tournante. Yes. Après, francophone, un anglophone. Yes. Après le président Biya, ça devait être un anglophone. A rotatory presidential. Quand un est président, l'autre le forme. Ça devait ou ça doit? Non, depuis le président Aijo. Oui, c'est-à-dire qu'après le président Aijo, en principe, ça devait être un anglophone qui devait être président. To round up, in relation to that, yes, in relation to that, it happened that Mr. Aijo never respected that, and he came down and scrapped the Federal Republic in 1972. Then worst of it, Mr. Biya came in 1984 and just completely 1984. In 1984, he actually removed the United that was found in the Cameroon, making it back to the former La République that existed. That already has annulled the people. So that's what they call assimilation. And so, and in relation to that,
the people have the right to stand up and say this is bad. And so if they have Merci. come up with a problem, let them solve it. Ok, merci. Non, d'abord, Paul Eyhoum, cette situation dans le Social Democratic Front, est-ce que vous voyez une espèce de happy end entre les deux honorables, hein, Joshua aussi et Jean-Michel Nithieu? Les deux, Cette situation peut être résolue en interne avant le prochain EC? les deux personnalités dont on parle sont deux grandes personnes. Ce sont deux députés. Deux piliers du SDF. Deux piliers du SDF, deux piliers même de la politique au Cameroun au sein de l'opposition, même s'ils ont deux parcours différents, simplement parce que l'honorable Nithieu incarne l'homme politique que j'aimerais être, c'est-à-dire ceux-là qui ont fait toute leur classe en politique de la base jusqu'à arriver à ce niveau. Par contre, l'honorable aussi incarne ceux qui sont arrivés, excusez-moi entre guillemets, par la toiture. Et c'est justement l'une des choses, non, le système de parachutage. Vous savez que monsieur aussi est chaud dans le sud-ouest, ce sont les avis bénévoles. L'honorable Nithieu, les Insamé, paix à son âme, les Limbilobe, qui amène monsieur aussi à vous ça. Non, vous dites, permettez. Vous dites qu'il a fait quand même ses classes dans le sud-ouest. Je dis qu'il a fait ses classes, il a échoué dans le sud-ouest. Non. Monsieur, non, il a quand même fait ses classes dans le sud-ouest. Il a été parachuté à Vouissant. Madame Kambiwa est vivante, les militants du SDF. Non, ce n'est pas. Laissez-moi continuer, il était parachuté. Non, maintenant, donc, le problème qu'il y a. Non, monsieur, j'ai pas dit qu'il a été militant. Non, voilà, il faut le préciser comme ça. Je dis qu'il a été militant, mais je dis qu'il a été parachuté. Il faut préciser où? Non, c'est la précision que je voulais dire. Non. J'ai dit qu'il était parachuté. Vous l'avez pas dit, je m'excuse. J'ai précisé, il était parachuté à Vouissant. Il n'y a jamais eu de primaire au sein du SDF comme dans l'habitude. Non, c'est pas le plus important. Maintenant, donc, je dis qu'ils ont des carrières opposées dans ce sens. Et le problème qu'il y a, le problème qu'on a au Cameroun, je l'avais dit à une élite du RDPC un jour, c'est ce parachutage des hommes. Parce que les hommes qui sont parachutés n'ont pas la conscience de savoir qu'il y a un peuple qui est derrière eux. Donc quand il faut prendre les décisions, ils font comme on l'a vu sur la pétition, ils ne pensent pas au peuple, ils ne consultent pas, ils choisissent soit pour leurs intérêts uniquement, alors que ceux qui ont été portés par la base savent ce que c'est que le peuple et retournent toujours vers le peuple, demander qu'est-ce que nous devons décider pour le bien commun. Et c'est justement là où j'interpelle ces deux personnalités et je leur dis que ce spectacle, les mots qui ont été balancés ici et là, sincèrement, nous n'avons pas besoin actuellement, surtout au sein de l'opposition, qu'ils essayent de se réconcilier, de trouver des conciliations pour qu'on puisse avancer. Hilaire Zipan, vous avez dit que le landerneau politique au Cameroun a besoin du Social Democratic Front. Tout comme vous, est-ce que vous pouvez dire que le SDF a toujours besoin, et de Joshua aussi, et de Jean-Michel Nithieu? Je ne me base pas sur les individus, mais je voudrais faire deux petites de rectifications. La première, le parachutage existe dans tous les partis politiques. Ça, c'est clair. Et dans tous les pays. Voilà, donc le parachutage existe. Bon, ça existe dans tous les partis. Donc, maintenant que les parachutages existent, maintenant, c'est l'efficacité des parachutages qui doit être important. Si les gens ont bonne souvenance, en 1996, je peux visiter le SDF, il y a eu plein de militants qu'on a parachutés. Honorable Poumou, même qui a gagné dans le Honkam, n'était pas dans le Honkam. Il était dans le RDPC, il a échoué on connaît, donc le débat est clos. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que je pense que tout à l'heure, il y a beaucoup de subtilités dans la résolution du SDF habituellement, mais il faut bien lire, il ne faut pas lire en premier degré. Au deuxième degré, si on met la pression sur l'honorable aussi, je pense que là, il y a en même temps la pirouette. Le directeur de campagne de la campagne de aussi, il est encore vivant? Non, du tout. C'est le directeur de campagne qui fait le bilan. Bon, donc ça veut dire qu'il a déjà la porte de sortie. Je vous aide seulement pour dire qu'il a déjà la porte de sortie. La deuxième chose qui est tout à fait évidente, et Bélémé l'a si bien dit, je pense que le SDF veut se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. C'est pour ça qu'il veut solder et les élections présidentielles et les élections législatives pour être en ordre de bataille pour la prochaine échéance. Et je pense que pour ma part, et là c'est le mot à l'opposition, il est temps qu'à l'opposition que l'on se résiste froidement. D'abord les partis représentés à l'Assemblée, les partis ayant des conseillers régionaux, les partis ayant des conseillers municipaux, pour qu'ensemble, nous essayons de voir dans quelle efficacité on peut dégager un candidat de rupture par rapport, au régime du BIA, avec tout ce qu'il a soulevé, et au système qui est en place. Parce que le système qui est en place, c'est lui qui fait par le côté pernicieux l'entretien de la modification des résolutions de Fumban. Ça, c'est le système. Maintenant, il y a un régime qui l'entretient
par la fourberie, comme a dit l'autre. Donc, je pense que si l'opposition doit pouvoir gagner, regrouper les partis en des députés, des conseillers régionaux et des ponts, pour que nous puissions avoir un candidat efficace qui doit être un candidat de rupture par rapport au régime et de rupture par rapport au système. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on va avoir les reproductions. Tous ces candidats sont des individus, malheureusement. Voilà. Oui, merci. Voilà. Mais le candidat s'appuie sur un programme défini au préalable par les appareils. C'est pas un individu. Voilà, merci. Merci de le dire. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro Equinox Soir. Bonsoir, Missadje.